Bonjour, Zéa. Donc, je suis psychologue spécialisée en organisation. Je travaille dans le secteur des ressources humaines depuis plus de 6 ans et je m'intéresse dans le cadre de mes activités professionnelles au domaine et l'environnement des startups. Dans ce cadre-là, on va parler ici de l'importance des équipes et en quoi c'est garanti donc l'échec ou la réussite d'un projet économique au sein d'une start-up. Donc voilà, lorsqu'on parle en fait de la start-up, il y a cette envie voilà, de réussir avec une équipe qui va être efficace, qui va être productive et qui va justement pouvoir développer l'entreprise à un statut de leader sur le marché. Qu'est-ce qu'on sait justement sur le terrain? C'est que bien souvent, même si le produit est excellent au sein d'une start-up, qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être l'équipe. Et on parle voilà, de 23% d'échecs dus justement à une mauvaise équipe. Donc il y a cette notion vraiment d'importance au niveau de la constitution de l'équipe. Ici, on va voir tous les points théoriques qui se ramènent à cette notion de dynamique de groupe, à cette notion d'équipe. Et lors du masterclass organisé au mois d'octobre, on mettra en pratique ces notions théoriques et justement, on pourra les valider avec des outils pour aider justement la start-up pour pouvoir donc se développer de manière beaucoup plus sereine. Pourquoi parler de culture d'entreprise? Moi, je suis une start-up. On m'a demandé de réfléchir par rapport à mon projet, par rapport à mon produit, et qu'est-ce qu'on vient me parler de culture d'entreprise. Et c'est là cette notion de culture d'entreprise est extrêmement importante parce qu'elle va être les fondements de votre projet de start-up. En quoi c'est important? Tout d'abord, on va parler de vision. Donc, cette vision de l'entreprise basée sur les valeurs vont permettre de se distinguer par rapport à la concurrence. Deuxièmement, ça va permettre un filtre. Et lorsqu'on parle de filtre, c'est généralement orienté par rapport au recrutement. Donc, les valeurs qui ont été mises en place, définies en amont, vont permettre justement cette attractivité de talent et donc des personnes qui vont s'engager sur du plus long terme au sein de votre start-up. Parce que, encore une fois, engager du personnel, ça a un budget, mais le turnover et le licenciement est un coût également pour la structure. Comment créer une culture d'entreprise? Donc, ça ne se fait pas au coin d'une table. Et deuxièmement, mais le meilleur timing, c'est au moment de la création de votre start-up. Pourquoi, quelles sont vos valeurs, quelle est votre identité. Et donc ça peut paraître anodin, en tout cas quand on est dans le moment de la création, on n'y pense pas nécessairement. On est vraiment orienté par rapport au produit, par rapport à l'analyse du marché et on ne se pose pas toutes ces questions-là. Donc c'est normal. Ici, l'intérêt, c'est justement de se dire, mais attention, prenons ce temps-là, il existe des outils, ça prend peu de temps et ça peut assurer la pérennité de la structure. Et comment peut-on faire ça? C'est en reprenant différents thèmes, notamment au niveau de l'identification donc des valeurs, qui sont partagées par l'équipe fondatrice. Donc là, on va avoir un point plus particulier dans la suite ici de la présentation concernant les équipes fondatrices. Une fois qu'elles sont identifiées, on va les définir, ces valeurs-là, mais on ne va pas les définir n'importe comment, on va les définir par rapport à vos activités. Une fois définies, on va aussi les éprouver. Évidemment, donc, la communication au sein de vos équipes à l'extérieur est primordial, mais on ne sait pas communiquer sur ces valeurs tant qu'on ne sait pas poser les bonnes questions, donc on les a identifiées. Alors, s'entourer de personnes qui correspondent à vos valeurs,
ça, on revient à cette idée de recrutement, de filtre, et donc de manière, j'ai envie de dire, naturelle, les personnes qui se sentent concernées et s'identifient à ces valeurs-là vont venir de manière naturelle au niveau de votre projet. Quelle est l'importance aussi d'une culture d'entreprise? C'est que dans la vie d'une start-up, tout n'est pas rose. Il y a des hauts et il y a des bas. Et ce moment de réflexion par rapport aux valeurs et de l'identité de la structure permet en cas de conflit, en cas de situation difficile, de prendre ce temps-là de la réflexion pour réamorcer alors la dynamique de la start-up. Et donc la performance et donc le développement du chiffre d'affaires. Donc, on a parlé de cette culture d'entreprise. Cette culture d'entreprise, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient des personnes fondatrices. Après, viendra se greffer les équipes, les employés. Et bon, dans cette start-up idéale, où il y a cette super équipe 100% efficace, elle dépend de quoi? Elle dépend de tout ce travail qui a été fait en amont. Donc c'est pour ça qu'on reprend ici ces thèmes-là de manière théorique pour pouvoir vraiment les approfondir par rapport à votre réalité et votre personnalité par la suite. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une force obscure? Parce que l'équipe fondatrice, bien souvent, est dans l'exaltation. On a eu une idée, il y a eu un cofondateur, la sauce a pris, la dynamique est partie, et vous voilà donc parti dans ce monde merveilleux de la start-up. Donc c'est génial, félicitations. Mais à un moment donné, voilà, c'est la réalité. Il va y avoir soit des conflits, le produit ne va pas marcher comme il le fallait. Et donc à ce moment-là, vont venir des questions humaines, mais qui sont pertinentes pour la pérennité du projet, dans le sens où si les deux cofondateurs ne se sont pas posé des questions essentielles sur leur rôle et leur fonction dès le début, ça peut mener à l'échec. Et encore une fois, cette identité des cofondateurs est primordiale pour le deuxième temps de la start-up. Je pense notamment au moment où on va aller voir les investisseurs. Les investisseurs vont regarder la pertinence des profils, des compétences en interne et comment les différents profils cohabitent ensemble. Alors dans ces notions justement de cofondateur, d'idées, etc., quand on rentre voilà, dans le monde de la start-up et de l'exécution, ce qui va faire la différence, c'est ce travail, ce courage, cette ténacité au quotidien. Il faut distinguer un cofondateur qui a eu une idée, ce n'est pas pour ça qu'il a créé l'entreprise, et en même temps quelqu'un qui vient prendre l'idée de départ et qui, de manière conjointe, développe cette activité-là, n'est pas pour autant le CIO. Ici, c'est vraiment faire comprendre, la start-up en soi est très mouvante, changeante. Les codes sont complètement différents d'une entreprise traditionnelle. Et donc, si dès le départ, il n'y a pas une structuration et une mise en commun des objectifs, des valeurs, des envies sur du court et du moyen terme, inévitablement, on risque d'aller vers l'échec. Et se donner donc les moyens justement en amont de réfléchir à cette dynamique de groupe vous assure la pérennité de votre activité. Alors voilà, donc super, vous êtes fondateur, vous avez votre start-up, donc ça veut dire que votre produit a été validé sur le marché, vous avez des premières commandes qui augmentent, et donc vient la question de l'engagement. Mais oui, parce que scaler une team, c'est ça, c'est démarrer une procédure de recrutement. Et cette procédure de recrutement n'est pas à considérer à la légère. Tout le monde pense pouvoir recruter sur le coin d'une table, mais il y a certaines erreurs à ne pas commettre. Et il y a des trucs et astuces justement que nous verrons pour éviter de faire un mauvais recrutement. Engager, c'est un budget. Licencier, c'est un autre budget.
Et pour la pérennité de l'entreprise, il faut absolument se poser ces questions-là en termes de ressources humaines. Alors une autre problématique au sein de la start-up, ça va être d'attirer le talent. Vous avez un système économique, vous avez un certain budget, mais bon, vous ne pouvez pas concurrencer les grosses boîtes, mais en même temps, vous avez ce gros avantage-là d'avoir une identité et votre culture d'entreprise qui est propre. Donc à partir de ce moment-là, sur le marché, vous allez attirer des personnes qui directement sont attirées par un projet de start-up. Et là, je rebondis et on en reparlera lors du masterclass, mais en tant que fondateur, vous rechangez également de métier. Et donc à ce moment-là, il faut aussi bien savoir qui reprendra ce rôle de manager quelque part. De manière générale, il y a plusieurs types de profils adéquats par rapport à une start-up. Alors quand je dis adéquat, c'est-à-dire qu'il peut répondre justement aux besoins de la start-up. Quel est le besoin de la start-up? C'est de développer un produit. Pour aller développer un produit, il faut aller le vendre. On fait appel à qui? À un vendeur. Donc on a le profil market. Après, on va avoir besoin de personnes en interne. Cette personne en interne va répondre à des besoins de votre activité économique. Donc, encore une fois, c'est deux profils complètement différents. Et puis alors, on a un troisième profil qu'on appelle un profil intra-entrepreneur qui, lui, va intégrer votre clan, votre tribu. Ce pourquoi il se lève le matin, c'est de pouvoir venir tirer le projet, de travailler non pas par objectif, mais par projet. Donc on a le profil market, voilà. Donc ça c'est le profil du vendeur. On parlera justement des différentes formes de rémunération, mais généralement c'est une personne qui est rémunérée au pourcentage et qui va sur le marché vendre votre produit. Une des problématiques, c'est que comme vous êtes en start-up, la connaissance du marché est encore un peu bancale. Ça reste difficile de les maintenir alors au sein de du projet. Après, vous avez l'employé du mois. Que fait l'employé du mois? C'est que lui, il est orienté activité. Donc, c'est encore une fois une personne que vous allez attirer par vos valeurs, par votre culture d'entreprise. Mais ici, on ne le recrute pas de la même manière que le vendeur. C'est une personne où, justement, il faut penser son intégration et ce qu'on appelle son bien-être au travail. Donc, c'est-à-dire qu'il reste avec des codes de l'entreprise traditionnelle et qu'il faut accompagner justement dans cette dynamique qui n'est pas certaine de la start-up. Donc, je m'explique, il y a des moments où il faudra peut-être penser à faire du télétravail. Tout le monde n'est pas à l'aise, tous les employés ne sont pas à l'aise avec ça. Avoir des horaires peut-être en soirée. Donc, au moment du recrutement, il y a une façon plus simple, mais il faut approfondir ce genre de recrutement, ce genre de profil. Et puis, vous avez l'intrapreneur. L'intrapreneur, lui, c'est le profil idéal pour une start-up parce qu'il va intégrer une tribu, un clan. Donc, lui, directement, il va se sentir porté donc, par le projet et qu'il pleuve, qu'il neige, n'importe quoi, il sera présent. Et ça, j'allais dire, c'est un fameux profil, mais l'idée, c'est le genre de personne qu'il faut absolument alimenter, non pas en termes d'objectifs bêtes et méchants, mais qu'il faut vraiment alimenter dans une dynamique de projet et de l'autonomie. Et effectivement, ce sont des profils très intéressants pour la pérennité de l'entreprise. Même si, encore une fois, c'est un profil qui est intéressant, mais l'objectif de cette super équipe 100% efficace, c'est d'avoir ce mélange des profils. Et donc, comment y arriver? C'est justement penser son mode de recrutement et penser il y a des outils, des petits trucs et astuces, comment justement garantir cette dynamique avec les différents profils. Start-up, le plus difficile à scaler, c'est l'humain. Mais c'est l'humain qui va faire toute la différence dans le projet.
Comment on y arrive à poser les bases d'une organisation scalable? C'est justement de pouvoir comprendre ces étapes de croissance d'une équipe. Et pour comprendre ces étapes de croissance d'une équipe, il faut partir par cette notion de culture d'entreprise. Une fois qu'il y a cette notion de culture d'entreprise, on va penser les rôles et les fonctions des fondateurs. Ces rôles et des fonctions qui vont également évoluer avec la vie de la start-up. Mais il y a des garanties. Ces garanties-là ont été pensées et réfléchies en amont. Et après viendra les équipes, les premiers recrutements. Et une fois qu'on a recruté une personne, il faut la retenir. Il y a des politiques, il y a des stratégies RH en termes de rétention de talents. Donc tout ça sont à votre disposition. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir vous donner ces trucs et astuces-là, tout simples, et qui vont permettre de pouvoir continuer cette activité-là, l'activité de la start-up, tout en ayant une garantie par rapport à l'humain, à l'équipe. Donc ça a été un vrai plaisir. Je me réjouis donc de vous retrouver donc, au masterclass qui se donnera donc, au mois d'octobre. Donc ça, c'est vraiment l'occasion de mettre en pratique toute la théorie qu'on vient de voir ensemble et de répondre à toutes vos questions au niveau RH. Voilà.